Bonjour docteur. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter à nos chers auditeurs? honorable Abokar Sidik Fomba, porte-parole du collectif pour la refondation du Mali, président du parti Alliance démocratique du peuple malien et membre du Conseil national de transition. Au fait, est-ce que la rencontre bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères russe et celui du Mali peut-elle être une garantie pour le développement économique du Mali? La garantie du développement économique du Mali dans sa relation bilatérale avec la Russie est liée à une volonté politique et à une décision politique des autorités maliennes. La question de souveraineté est une question purement et simplement volonté politique. Ça peut être une garantie si les autorités en face leurs propres préoccupations. Et je sais qu'à partir du moment où nous sommes engagés dans la doctrine souverainisme, intégrationniste et panafricaniste, notre relation avec la Russie peut quand même être un bon appoint pour nous pour pouvoir faire face au développement géopolitique et géostratégique actuel. Donc, ayant un partenaire qui a un droit de veto, c'est une bonne garantie. Mais la meilleure garantie de la souveraineté, c'est d'avoir quand même la décision politique de garantir sa propre souveraineté avec les meilleures décisions politiques également. Maintenant, parlant de cette même Russie, est-ce que réellement la coopération militaire peut-elle garantir notre souveraineté retrouvée? Oui, la coopération avec la Russie a déjà garanti la souveraineté militaire du Mali à travers l'octroi de certains armements que la Russie a voulu nous vendre. Et aussi, ça peut garantir parce que c'est une puissance mondiale. Et dans le monde actuel, il faut toujours avoir un partenaire qui s'engage. Et vous avez vu, quand le ministre des Affaires étrangères est venu, il a dit clairement qu'il soutient fermement le Mali. Et aujourd'hui, ils l'ont dit en face du monde. Et ils sont avec nous en forum, avec leurs instructeurs et aussi avec l'achat de certains nombres d'armements. On peut dire bravo au peuple malien, surtout aux autorités maliennes qui ont développé une politique, une décision politique pour garantir la souveraineté militaire au Mali. Donc, il ne peut pas être une garantie, mais c'est quand même un appui important. Le terme garantie vient lorsque il y a l'autorité politique même qui prend sa propre décision à agir. Sinon, le Mali était géré à un certain moment à l'époque, mais on n'avait pas pris soin de notre souveraineté militaire. Donc les autorités politiques aujourd'hui sont engagées vers une souveraineté militaire, même une souveraineté économique et aussi culturelle et linguistique. Bien, est-ce que cette annonce du ministre des Affaires étrangères est-elle sincère pour accompagner concrètement le Mali? D'abord, l'arrivée du ministre des Affaires étrangères, c'est toujours dans un contexte de géopolitique et de soutien aux autorités maliennes. Et c'est plus que sincère. Ce qui n'était pas sincère, c'était notre relation avec l'autre côté, et qui a tout le temps l'idée de coloniser et de décider à la place de nous. Donc aujourd'hui, nous disons que c'est très sincère et c'est cette sincérité qui est à la base de la montée en puissance des forces armées et de sécurité, qui est à la base du fait qu'on a même pu réceptionner plus de 3000 armements une seule journée. C'est quelque chose qui est très historique. Donc c'est très sincère et il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y aura pas de piège comme le cas de la France. Est-ce que concrètement ces puissances russes ne vont-elles pas mener la même pratique que la France en faisant l'exploitation de nos ressources minières? C'est très difficile. L'exploitation de nos ressources minières, c'est le vouloir des autorités. Aujourd'hui, ceux qui ont géré le Mali sont responsables de l'exploitation abusive de nos propres ressources parce qu'ils n'ont développé rien pour empêcher cela. Et le contrat entre le Mali et la Russie n'est pas l'exploitation minière, c'est un partenariat bilatéral gagnant-gagnant. Donc il n'y a pas une question d'exploitation. Et la Russie ne peut jamais être comparée à la France. La Russie a les mêmes ressources chez eux. Ils sont souverains économiquement, militairement et même culturellement. Mais la France n'est pas souveraine sur le plan des ressources naturelles. La France n'en a pas. L'Europe n'a pas de ressources naturelles. Donc obligatoirement, ils sont obligés d'exploiter ou même d'abuser pour pouvoir se faire cette richesse.
Aujourd'hui, si on a de l'or, la Russie a de l'or. Si on a de l'uranium, la Russie a de l'uranium. Donc, c'est un partenariat important et la Russie aujourd'hui cherche à changer la face du monde pour avoir un autre pôle. Donc, l'intérêt est là, c'est pour avoir aussi d'autres pays à son côté. Et donc, c'est un changement géopolitique, géostratégique qui n'a rien à voir avec un système d'exploitation de pays par pays. Et parlant de la fédération entre les trois pays, le Mali, la Guinée et le Burkina, est-ce que cette fédération pourrait-elle nous conduire vers une libération tout entière de l'Afrique? Oui, cette fédération peut libérer toute l'Afrique, mais à condition que chacun de ces pays se batte d'abord pour sa propre souveraineté militaire, économique et culturelle, et ensuite aller vers le système d'intégration qu'on appelle le souverainisme intégrationniste. Et après ça, il peut se donner la main pour intégrer les autres pays, pour nous faire sortir du panafricanisme émotionnel. Les pays qui ne sont pas souverains, s'ils se mettent ensemble, ils ne peuvent pas être indépendants. C'est pour cela que vous voyez, y compris la CEDEAO et l'Union européenne, c'est des organisations dépendantes de la volonté politique de l'Occident. Donc c'est sûr que si le Mali et le Burkina se donnent la main, non seulement ça va résoudre un problème linguistique, parce que les trois pays ont une langue en commun qui s'appelle Bamanankan au Mali, Djoulakan au Burkina et Mandinka en Guinée. Et aussi, cette approche peut faire en sorte que nous puissions désenclaver carrément le Mali à travers l'exploitation du fleuve Niger. Ça peut aussi permettre de développer des infrastructures. Et ça peut protéger aussi le littoral gourmand entre le Mali et le Burkina. Et les populations Guinée-Mali avoisinent la population du Nigeria. Et même en termes de superficie, c'est un capital important. Et le Mali peut même être le grenier de production de riz, le grenier de production de sucre, le grenier de production de poissons, de tout ceci. Donc je pense que c'est même l'idéal d'aller vers cette fédération, vers cette intégration, vers ce cas de souveraineté. Et maintenant, parlant de ce panafricanisme émotionnel, c'est un nouveau concept. Qu'est-ce que voulez-vous dire réellement par rapport à ce panafricanisme émotionnel? Tant que les pays africains ne sont pas souverains et que de façon souveraine ils se mettent ensemble sans pour autant dépendre d'un autre pays, nous ne défendons que le panafricanisme émotionnel. C'est-à-dire que le panafricanisme émotionnel, c'est le panafricanisme des rêves qui n'a aucune fondation. Aujourd'hui, notre vision des choses, c'est que les pays souverains, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils vont créer des organisations souveraines. Et donc, tant que les pays ne sont pas souverains, ils ne peuvent pas créer une organisation souveraine. Si les organisations ne sont pas souveraines, il est inutile de parler de panafricanisme. Et c'est émotionnel parce que ce n'est pas axé sur des réalités économiques, sur des réalités culturelles, linguistiques et sur des réalités de restauration de la conscience historique. Et quel message lancerez-vous auprès de l'autorité s'il y a une éventualité par rapport à la concrétisation de cette fédération entre ces trois pays? Le premier message que j'ai à lancer aux trois autorités, c'est qu'ils doivent éviter de tomber du jeu de la bernilisation de l'Afrique. Le Mali, le Burkina et la Guinée sont victimes de la bernilisation du protocole de Berlin. Et c'est historique. C'est historique dans la mesure que dans le temps, le colon blanc a pu envahir les trois pays parce que, y compris Amadou Tall de Ségou et Babemba de Kénédougou qui est l'actuel Burkina et Samori Touré du royaume de Ouassolo qui est l'actuel Guinée, s'ils s'étaient mis ensemble, ce serait difficile que la pénétration coloniale pourrait faire effet. Mais leur division et le fait de défendre des intérêts de leur coin, c'est ce qui a été à la base de leur déliquescence et même de leur chute. Donc le message c'est de continuer à mettre en œuvre ce processus d'intégration entre les trois pays et d'aller plus loin, même constituer une armée fédérale, constituer une monnaie fédérale pour quitter même pour un premier temps la CEDEAO. Si l'objectif de la CEDEAO était de développer les zones qui sont réunies au niveau de la CEDEAO, il est important que ces trois pays peuvent conjuguer leurs efforts pour faire en sorte qu'ils puissent bien émerger.
En tout cas, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que l'échec de cette intégration ou de la fédération, ça va conduire à l'échec de chacun de ces pays, que Dieu nous en préserve. Alors, une dernière question. Est-ce que les donateurs maliens visent-ils l'épanouissement des récepteurs dans le vrai sens? Mais le don même, le don c'est un poison. Celui qui donne vise son objectif et non l'objectif de celui qui reçoit. Et nous, on a le jargon de dire tout simplement que dès qu'on parle de don, ça veut dire que ça profite au donneur et non à celui qui réceptionne le don. Donc il y a lieu de revoir même ces copies, mais ce n'est pas étonnant parce que nous avons bénéficié d'une administration coloniale habituée aux aides, au développement et aux dons. Je pense que quand quelqu'un te fasse un don, il faut avoir peur. Demande-lui quel service tu dois lui rendre et non de comprendre que tu as un don. Si le don pouvait servir quelque chose, le don pouvait au préalable demander quel est le besoin que la personne a avant de faire le don. Et en ce moment, ça ne va plus avoir le caractère de don, mais le caractère de service. Et maintenant, quel message lancerez-vous à nos différents donateurs sur les réseaux sociaux pour la bonne pratique et pour le bon développement social des individus qui font la réception? Le message est qu'ils doivent sortir de cette pratique politicienne, de faire comprendre comme s'ils sont en train de mener des actions. Et je pense que ce ne sont même pas des dons qui se font à cause de Dieu. C'est des dons qui se font tout simplement pour se faire voir, pour dire que nous sommes en train de faire ça. Il est important qu'on essaye de faire autre chose. D'abord, d'aller voir la population, situer leurs problèmes, de quoi avez-vous besoin. Et en réalisant cela, on ne va plus parler de dons. Et donc c'est très dangereux parce que les gens qui vont réceptionner ces dons, souvent c'est de l'humiliation. Et le don ne construit pas un pays. Et le Mali n'est pas un pays qui doit tout le temps tendre la main. C'est ce qu'on a fait pendant 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous vivons dans le misérabilisme et la précarité. Quand on fait le don, il y a chevauchement entre la demande et l'offre. Donc le don, c'est selon l'objectif de celui qui donne et non selon le besoin de celui qui reçoit. Maintenant, quel message lancerez-vous auprès des étudiants pour qu'ils serrent davantage la ceinture? Le message, c'est de dire aux étudiants de se faire confiance. S'ils ne se font pas confiance, ils ne peuvent pas aller loin et d'apprendre. Ça, c'est les deux éléments de réussite dans la vie. Faire confiance en soi et apprendre. Et je crois que les étudiants maliens doivent se faire confiance pour dire qu'ils sont les relèves de demain. Ils ne doivent pas imiter les personnes médiocres. Ils doivent avoir une nouvelle vision. Ils doivent s'imposer, mais ils ne doivent pas imiter la mauvaise pratique politicienne. Aujourd'hui, ils ont la chance parce qu'ils ont vécu les deux courants. Ils ont vu la présence de la France, l'absence de la France. Ils ont vu les athlètes de la démocratie. Ils viennent voir encore d'autres courants. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et ils doivent apprendre des erreurs du passé pour pouvoir conduire notre pays vers le paradis. Et je suis sûr que le Mali est loin d'être un pays pauvre. Ceux qui disent que le Mali est un pays pauvre sont des mendiants qui se sont habitués à la mendicité. Ils ont tout le temps voulu tendre les mains. Sinon, le Mali a un potentiel. Et chaque jeune Malien peut travailler 2 fois par jour. Et quand vous voyez la population malienne, la population même est réduite par rapport à l'espace. Donc, il est important. C'est humiliant aujourd'hui qu'ayant l'eau, les ressources minières, le soleil et les ressources humaines, que le Mali continue à tendre la main, c'est vraiment humiliant. Donc nous comptons sur cette jeunesse, sur cette nouvelle génération qui a appris à dire non à l'aide, qui a appris à se faire confiance et à apprendre davantage. Merci. Merci.